Allez, décryptage en plateau et depuis Washington avec d'une part Antoine Mariotti et Mathieu Mabin. Bonjour messieurs. Bonjour. Hier, le Moyen-Orient était proche d'un nouveau Bonjour. précipice, mais finalement, les Iraniens appuient sur stop. Antoine, que s'est-il passé? Est-ce que l'Iran recule ou est-ce que l'Iran impose son tempo? À la fois, Donald Trump appuie sur stop et en même temps l'Iran impose Suis. son tempo très clairement parce que l'Iran a plutôt été habitué à répondre et finalement là, ils ont estimé que c'était pas en frappant chez eux mais en frappant chez un allié, le Hezbollah, ce qu'il n'a pas toujours fait, loin de là, ce qui lui a été d'ailleurs reproché notamment du côté du Liban, qu'il a décidé de riposter. Donc Israël a testé un petit peu finalement les capacités iraniennes et l'Iran a répondu. Alors désormais quand Donald Trump est sorti du bois lorsqu'il s'est réveillé vers 6 heures et quelques du matin, ce qui est assez tôt pour lui d'ailleurs, ce qui nous a surpris, eh bien en disant maintenant tout le monde doit s'arrêter, ça suffit l'un comme l'autre, alors que Benjamin Netanyahou avait frappé, alors que Donald Trump lui avait explicitement demandé de ne pas frapper lors d'un appel téléphonique hier, eh bien l'Iran a dit nous arrêtons. Mais ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'ils savent très bien l'Iran que la relation elle est à la fois, elle n'est pas dramatique, mais elle se tend un petit peu quand même entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, et que si Benjamin Netanyahou avait l'envie de poursuivre un petit peu les frappes sur l'Iran, c'est vers lui que Donald Trump pourrait se retourner pour dire, écoutez, ça suffit, cette fois, ça commence à bien faire, c'est vous qui poursuivez. Donc, c'est le jeu iranien, naturellement. Pour l'instant, tout semble se calmer. Une source au placé israélienne s'est confiée à nos confrères du Jérusalem Post en disant que cet épisode de tension avec l'Iran était désormais derrière nous. Les Iraniens disent la même chose. Attendons de voir les faits, mais pour l'instant, cela semble retomber. Mathieu, est-ce que les Iraniens jouent, comme le disait Antoine, sur ce fossé qui est en train de se creuser entre Donald Trump et Netanyahou? Oui, et c'est sans doute ce qui est le plus frappant dans cette séquence. En fait, Donald Trump a publiquement demandé, et Antoine le rappelait à l'instant, une désescalade immédiate et a même annoncé son coup de fil au Premier ministre israélien. Ce qui est tout à fait inhabituel, en fait, pour un président américain. Mais quand il s'agit de Donald Trump, on ne se fie pas aux habitudes antérieures. Il a annoncé ce coup de fil alors qu'il était prévisible qu'il essuierait une fin de non-recevoir. En réalité, il n'est pas nécessaire de très bien connaître la diplomatie israélienne pour savoir de quoi elle est faite. Quelques heures plus tard, Israël poursuivait ses opérations sans surprise et l'Iran répondait par de nouvelles frappes. Ça confirme que les priorités des deux dirigeants ne sont plus totalement alignées, effectivement. Pour Benjamin Netanyahou, l'objectif reste d'affaiblir durablement les capacités militaires iraniennes. C'est très pragmatique et de profiter d'un rapport de force qu'il juge favorable au passage, grâce aux Américains. Et puis surtout, cela confirme ce que nous savons depuis la création de l'État d'Israël. L'État hébreu a érigé en principe fondateur le fait de ne laisser aucune agression sans réponse. Fut-elle symbolique? Cette réponse, Donald Trump, lui, avec cette réponse, il est confronté à une autre réalité. Il a promis à son électorat d'éviter les guerres longues au Moyen-Orient, on se le répète tous les jours, et il sait qu'un conflit régional majeur pourrait rapidement entraîner les États-Unis dans une spirale incontrôlable, au pire moment de son mandat. Alors attention, les deux hommes restent alliés, entendons-nous bien, mais ils ne regardent plus nécessairement dans la même direction. C'est un couple qui se sépare en réalité, tout en continuant à vivre ensemble. Netanyahou raisonne en termes de sécurité israélienne immédiate, on l'a compris. Trump raisonne aussi en fonction de ses intérêts politiques et stratégiques américains, on l'a également compris. Ce n'est donc pas une rupture, mais c'est clairement un épisode supplémentaire dans une relation devenue un peu moins fluide qu'elle ne l'était il y a encore quelques mois. Avec un contexte électoral, Antoine, que ce soit les midterms aux États-Unis, Donald Trump veut se retirer, si on comprend bien, de cette guerre qui est impopulaire. À l'inverse, en Israël, les législatives arrivent en octobre et Netanyahou, là, est poussé de toutes parts pour intervenir. Très clairement, il est poussé notamment par son gouvernement et la frange la plus extrémiste de son gouvernement qui depuis des semaines insiste pour qu'ils reprennent les bombardements sur Beyrouth, exactement ce que ne voulait pas Donald Trump et ce sur quoi avaient mis en garde les Iraniens. Ils l'ont fait. Il y a eu une riposte, il y a eu une trentaine de missiles balistiques qui ont visé Israël. Alors on ne connaît pas vraiment les dégâts ni s'il y en a, mais cela dit, Israël cache beaucoup tous les dégâts qu'il y a et on apprend parfois les choses au fur et à mesure. Mais en tout cas, il y a des sites énergétiques qui ont
ont été touchés des deux côtés, ou visés des deux côtés, en tout cas, et en Iran et en Israël. Et ça, du côté de Benyamin Netanyahou, finalement, il doit sa survie aussi à cet état de guerre permanent depuis le 7 octobre, où je rappelle qu'il a toujours refusé, alors que ça commence à faire un moment maintenant, le 7 octobre, que d'avoir une enquête publique, approfondie, vraiment sur tous les détails. Il a fallu qu'il y ait des enquêtes indépendantes pour qu'il puisse y avoir un peu des informations sur qui est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre, quelles directives lui avait-il donné, par exemple. On parle notamment, vous voyez, d'avoir allégé la sécurité près de la bande de Gaza pour aller sécuriser des colons. Tout ça, il peut le payer politiquement parlant, et il le sait. Tant qu'il y a la guerre, il y a une espèce de consensus derrière, on se sent menacé, donc on veut garder les hommes forts au pouvoir, alors qu'il est quand même très contesté, et il a souvent été plus contesté d'ailleurs au sein même d'Israël qu'il ne l'a été aux États-Unis ou en France, par exemple. Et du côté de Donald Trump, très clairement, il y a ces midterms qui arrivent au mois de novembre, et Mathieu en parlera mieux que moi, mais vous avez quand même une inflation aux États-Unis qui vient directement de cette guerre en Iran. Il y a, comme l'a très justement rappelé Mathieu, une promesse de Donald Trump de jamais s'embourber dans des guerres au Moyen-Orient. C'est loupé quand même. Alors certes, on n'est pas avec des boots on the ground, des soldats avec 150 000 GIs qui sont au sol comme on a pu avoir en Afghanistan ou en Irak, mais il ne sait pas s'en dépêtrer de cette guerre-là. Il n'a pas dit on fait une opération et au bout de 10 jours, au revoir messieurs, dames, nous avons atteint nos objectifs. Non, pour faire ça, il a dit on fait un plan en 10 points, en 12 points. Si vous ne dites pas oui à chaque point, on ne partira jamais. Sauf que les Iraniens, c'est mal les connaître, ils n'ont pas dit oui à chaque point. Et c'est eux aujourd'hui, on voit bien, qui mènent un petit peu la danse, même si bien entendu, ils sont aussi affaiblis. Et c'est bien ça, hein, le cœur du problème. Mathieu, Donald Trump veut un accord, même de surface, avec les Iraniens. Oui, parce que dans le fond, Donald Trump continue de croire qu'un accord reste possible, ou en tout cas, il continue à l'affirmer. Depuis plusieurs semaines, c'est vrai, des canaux de discussion existent, survivent entre Washington et Téhéran, croit-on en tout cas, directement ou par des intermédiaires. On suit ces échanges quotidiennement sur notre antenne. Le président américain estime qu'il peut encore obtenir des concessions iraniennes sans passer par une confrontation militaire ouverte. Ce qu'il cherche à protéger aujourd'hui, en fait, ce n'est donc pas seulement une négociation, c'est en fait sa stratégie, sa vision. Cette même stratégie qui a suscité autant de scepticisme parmi les observateurs ici, comme parfois parmi quelques piliers de son propre camp, de sa propre administration. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump répète qu'il veut apparaître comme celui qui conclut des accords, pas comme celui qui ouvre des nouveaux fronts militaires. Une guerre entre Israël et l'Iran ferait tout simplement exploser ce calcul, au pire moment, encore une fois, de son mandat. Elle provoquerait une nouvelle hausse des prix de l'énergie, fragiliserait l'économie américaine donc, et surtout obligerait Washington à s'impliquer davantage, ce que personne ne souhaite ici. Autrement dit, Trump tente de préserver une porte de sortie diplomatique. Il racontera l'histoire à sa manière et ça fonctionnera sur son électorat. Une porte de sortie diplomatique avant qu'elle ne se referme complètement, c'est-à-dire avant les midterms. Le problème, c'est qu'à mesure que les frappes se multiplient, le risque augmente de voir les événements échapper au contrôle des diplomates, qui sont pourtant au charbon quotidiennement. Aux diplomates comme à celui des dirigeants eux-mêmes, iraniens inclus. Merci infiniment Mathieu Mabin et Antoine Mariotti pour vos explications.